Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le Média, diffusée du lundi au jeudi à 19h en direct sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov et sur lemediatv.fr, alors que la bande de Gaza connaît l'un des épisodes les plus sanglants depuis le début de l'offensive israélienne, avec plus de 500 morts en 72 heures. La situation humanitaire, politique et médiatique se dégrade à un rythme alarmant. Une autre arme, plus lente mais tout aussi destructrice, est utilisée, la faim. 2 millions de Palestiniens sont aujourd'hui affamés dans la bande de Gaza. L'aide humanitaire est bloquée et dans une déclaration qui choque jusque dans les milieux diplomatiques, Benjamin Netanyahou a affirmé que l'État d'Israël doit éviter une famine pour des raisons diplomatiques. Alors que son gouvernement bloque l'aide humanitaire depuis le 2 mars dernier. Et c'est dans ce contexte d'escalade qu'une autre bataille se joue, celle de la reconnaissance politique. Emmanuel Macron, qui affirmait en avril vouloir avancer vers la reconnaissance de l'État palestinien, pourrait finalement reculer. Un choix qui n'est pas anodin. La France aurait pu devenir le premier pays du G7 à franchir ce pas symbolique. L'armée israélienne, de son côté, poursuit ses frappes, tandis que le Premier ministre israélien a déclaré aujourd'hui vouloir prendre le contrôle total de la bande de Gaza. Une déclaration lourde de conséquences sur le plan juridique et politique. Et pendant ce temps, les civils, mais aussi les journalistes à Gaza et en Cisjordanie occupés sont visés, emprisonnés ou tués. L'information est devenue elle-même une cible. Pour décrypter tout cela, ce soir, nous aurons le plaisir d'accueillir Jean-François Corti, président de Médecins du Monde, Christophe Oberlin, chirurgien, qui a travaillé à Gaza, Khadija Toufik, reporter en Cisjordanie, au Moyen-Orient, et Raphaël Maison, professeur et spécialiste en droit international. Au cœur de l'actu, c'est maintenant. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Jean-François Corti, vous avez écrit un livre qui s'appelle Géopolitique de l'action humanitaire aux éditions Erol. On y reviendra un peu plus tard. L'armée justement israélienne a lancé une vaste opération terrestre sur la bande de Gaza, appelée l'opération Chariot de Gédéon. On parle justement de 500 morts en 72 heures. L'état-major de Tsahal entend réduire à néant l'enclave. Ces engins blindés sont destructeurs. Est-ce, selon vous, justement le signe d'une militarisation toujours plus déshumanisée des opérations en Palestine occupée ? Écoutez, on suit un processus qui, chaque jour, s'aggrave de plus en plus. On a des meurtres en masse de populations civiles et depuis au moins 18 mois. Je ne reviendrai même pas sur les années précédentes où il y a eu aussi des milliers de morts à Gaza, en Cisjordanie. Mais là, on va se focaliser sur les derniers mois. C'est des conditions où le système de santé a quasiment été mis à plat. C'est au moins 400 humanitaires qui ont été tués. C'est des 53 000 morts au minimum, qui ne prend pas en compte tous ceux qui sont restés sous les décombres ou qui meurent par défaut de soins sous des tentes ou des bâches en plastique. Bref, c'est près de 100% de la population qui a été déplacée, 90% de destruction du bâti, des infrastructures essentielles. Donc voilà, c'est un tableau où il y a des conditions volontairement créées pour dégrader la santé mentale et physique des populations civiles. L'aide est empêchée, on le sait depuis 18 mois, elle ne rentre pas de manière proportionnée, et depuis 2 mois, elle a été totalement stoppée. Même s'il y a des annonces aujourd'hui sur lesquelles on va revenir. En fait, techniquement, pour reprendre encore un rapport d'Amnesty International qui date d'il y a 10 jours, on peut dire que techniquement, il y a toutes les conditions qui vont dans le sens d'un génocide en ce moment à Gaza. Donc voilà la situation. Et depuis 2-3 jours, en lien avec les opérations terrestres qui s'accentuent et l'annonce officielle des autorités israéliennes de réoccuper l'entièreté de la bande de Gaza, eh bien, c'est des centaines de morts chaque jour. Donc c'est un carnage et c'est une situation qui est absolument intolérable. Une réaction, docteur Oberlin, sur... Oui, j'ai pas de réaction. Moi, en ce qui me concerne, quand je vais là-bas, je travaille avec ma casquette de chirurgien et de formateur avec les Palestiniens, dans les hôpitaux palestiniens, dans des équipes entièrement palestiniennes.
et après 50 missions, et même bien avant, si vous voulez, depuis 25 ans, 24, très vite, je me suis posé la question politique. Voilà. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire sur la situation humanitaire. Je crois que tout le monde la connaît. Il n'y a pas besoin d'être de l'extérieur pour en parler. Il suffit d'interroger les acteurs palestiniens sur place. Moi, j'ai des dizaines et des dizaines. J'ai formé, j'ai diplômé des chirurgiens. Il suffit de leur passer un coup de fil. Les directeurs des hôpitaux, le ministre de la Santé, je l'ai connu actuel. Je l'ai connu comme jeune médecin à l'hôpital Nasser de Khan Younis il y a maintenant plus de 20 ans. Maintenant, il est ministre de la Santé, il est parfaitement joignable, de même que son porte-parole, Minat Abbas, il parle parfaitement anglais. Autrement dit, je souffre un petit peu quand on donne l'impression, dans les médias occidentaux, qu'il n'y aurait finalement que les ONG qui pourraient témoigner. Et elles le font, et c'est très bien, et c'est formidable. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il y a une structure proto-étatique, il y a un proto-État, il y a des mouvements de libération nationale. Ce proto-État a été accepté comme membre de la Cour pénale internationale, comme État partie. Autrement dit, ce qu'il faut, à mon avis, c'est laisser parler les Palestiniens, et en particulier les laisser développer des actions juridiques par l'intermédiaire de l'avocat, mais auprès notamment de la Cour pénale internationale ou auprès du gouvernement britannique, comme ça a été le cas quelques jours. Donc, si vous voulez que je vous parle de ça, je vous en parlerai, parce que depuis 20 ans, je crois connaître assez bien, et je remarque en tout cas que les positions des dirigeants politiques ne sont pas bien connues, et c'est ça le sujet, si vous voulez, où je pense pouvoir être utile. On y reviendra justement plus tard. Et d'un point de vue juridique, justement, Raphaël Maison, est-ce qu'on est encore, avec tout ce qui se passe et les dernières actualités, est-ce qu'on est toujours dans le cadre du droit humanitaire ? Je crois que ceux qui n'avaient pas réalisé qu'on était en présence d'un génocide, maintenant doivent définitivement ouvrir les yeux. Cette offensive actuelle, évidemment, c'est d'abord la violation par Israël d'un cessez-le-feu qui a été validé par les Nations Unies et qui a été rompu à la mi-mars. Donc il faudrait sans doute faire pression pour y revenir, ça serait la moindre des choses. Et ce cessez-le-feu exigeait l'arrêt des opérations, le retour de l'assistance humanitaire, mais aussi l'échange des prisonniers, la fin du siège de Gaza, le retrait de l'armée israélienne. Voilà quels étaient les termes de l'accord qui avait été accepté. Par-delà cela, évidemment, pour moi, c'est la poursuite du génocide, à la fois par des bombardements, comme vous l'avez dit, qui tuent à peu près 100 personnes par jour, l'aggravation de la famine, ce projet d'offensive qui, évidemment, fera énormément de morts. Donc ça, c'est une violation évidente des ordonnances de la Cour internationale de justice qu'elle a rendues il y a un an, plus d'un an. Et alors, on se doutait bien qu'Israël ne ferait rien, mais que font les autres États ? Bon, les États-Unis, on sait bien qu'ils soutiennent Israël, mais les ordonnances de la Cour exigent de tous les États qu'ils préviennent le génocide, et puis l'avis rendu cet été, qu'ils prennent toute une série de mesures de type sanctionnatrice contre Israël. C'est ça qu'on attend, et c'est ça qui n'a pas eu lieu, et donc Israël poursuit son offensive. Donc c'est vraiment insensé. Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu une situation où, sous nos yeux, tous les jours, se déroule un génocide sans réaction majeure, et c'est bien parce que ce génocide est soutenu en premier lieu par les États-Unis et puis ensuite par un certain nombre d'États occidentaux. Donc la puissance est là et les États ne respectent pas leurs obligations qui ont clairement été dites. Et oui. Une intervention très courte, justement. Je crois qu'il y a une confusion, et cette confusion, d'ailleurs, elle vient d'en haut, c'est-à-dire de nous faire croire que le droit humanitaire, ça consiste uniquement à donner, à boire, à manger, à permettre les conditions de survie, à permettre à un système de santé de fonctionner. Ce n'est pas vrai. Le droit humanitaire international, ou le droit international, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est celui qui s'occupe au niveau de la Cour pénale des crimes de guerre. Et les crimes de guerre, c'est pas simplement d'affamer les populations, je dis simplement entre guillemets, les armes interdites, la résistance, le droit à la résistance, l'asymétrie des moyens utilisés. Il y a tout un listing de crimes de guerre absolument détaillé, très précis juridiquement. Et moi, depuis 23 ans, j'assiste presque quotidiennement à
à des fautes qui correspondent à un droit humanitaire qui est violé. Donc je crois qu'il y a un risque, notamment du côté occidental, d'endormir peut-être un petit peu les populations. Une fois qu'il y aura l'eau, l'électricité et quelques accès à la santé, on aura l'impression que le droit humanitaire est respecté. Non, le droit humanitaire, c'est le droit international. On peut pratiquement retirer le mot humanitaire, d'ailleurs, qui ne veut pas dire grand-chose, parce que humain, la médecine humanitaire, moi j'ai fait des cours de médecine humanitaire pendant très longtemps, je me pose toujours la question de savoir ce que c'est. Le médecin est forcément humanitaire. Mais la question du droit dépasse très largement l'accès aux populations au minimum. Oui, et ici, évidemment, cette thématique du génocide se mêle clairement à celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans une situation coloniale où on a des règles qui doivent s'appliquer et qui relèvent de ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est un droit construit dans les années 60 et qui a une dimension politique évidente. Donc on n'est pas, quand on parle de génocide, visant... Là, c'est un génocide d'une nature un petit peu particulière, puisque le groupe cible, si vous voulez, dans ce génocide, c'est un peuple qui a le droit de disposer de lui-même. Donc finalement, c'est la première figure dont est saisi un juge international de génocide commis dans un contexte colonial. C'est la première, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu auparavant, oui, mais c'est la première fois qu'on a ce type de saisine d'un juge pour ce type de phénomène. C'est très important parce que le droit, on dit toujours que le droit de 1945-48 était formidable. C'est pas tout à fait vrai parce que la Convention de 1948, elle ne prévoyait pas de s'appliquer aux territoires colonisés. C'est énorme. Les États socialistes avaient protesté, mais vous avez un article dans la Convention qui permet d'exclure son application aux territoires coloniaux. Donc là, évidemment, cet article est obsolète, mais là, on se retrouve dans ce type de situation qui mêle, je veux dire, une tragédie, évidemment, pour les êtres humains qui sont à Gaza, mais aussi des dimensions politiques d'émancipation extrêmement importantes. Vous vouliez réagir Oui, enfin, on a évoqué le droit international humanitaire. Il n'est pas censé arrêter la guerre, il est censé essayer d'un peu l'humaniser. Et il a été élaboré, comme ça a été rappelé, autour du XXe siècle, consolidé, et de l'avis de beaucoup de spécialistes, il est bien écrit, bien construit. Le problème, c'est qu'il n'est pas politiquement respecté par de nombreux États. Et il n'a pas été souvent respecté. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il n'est pas respecté. Au Soudan, il n'est pas respecté. Au Yémen, en Afghanistan non plus. Mais la spécificité du contexte de Gaza, c'est qu'on est dans un contexte de blocus qui date de 17 ans et auquel s'est substitué un siège. C'est-à-dire qu'on passe une situation d'enfermement, de pénurie à une destruction massive en plus des pénuries. Donc on rentre pas sur le stade du siégé. Les sièges sont encadrés par le droit international. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et notamment, on doit pouvoir évacuer des blessés, on doit pouvoir faire rentrer de l'aide de manière proportionnée. Et tout ça, c'est battu en brèche depuis au moins 18 mois. Et par une démocratie. Et c'est ça le problème, c'est que on nous renvoie souvent, et si on fait le lien avec nos autorités françaises ou européennes, on nous renvoie le fait que l'État d'Israël est une forme de rempart démocratique, mais on observe, à l'image de ce qui se passe en Ukraine, un deux poids deux mesures qui est assez flagrant sur la manière dont les Européens ont, de manière légitime, au lendemain de la tentative d'invasion massive en 2022 de l'Ukraine par la Russie, ont développé en 15 jours, 3 semaines des sanctions contre M. Poutine, qui même a un mandat d'arrêt international sur la tête, pour avoir exfiltré, déporté notamment des enfants d'Ukraine en Russie. Pour la situation de l'État d'Israël, il y a 0 sanction, quoi. Donc on est sur des postures aujourd'hui communicationnelles d'indignation de nombreux États, dont le gouvernement français, mais sans qu'il y ait d'impact réel et de pression objective sur l'État d'Israël. Et c'est vraiment dommage parce que, comme ça a été rappelé, depuis 2024, il y a la Cour internationale de justice qui a à 2-3 reprises rappelé qu'il y avait un risque plausible de génocide. Il y a des rapports de l'Amnesty International, Human Rights Watch, qui rappellent qu'on est dans une situation probable de génocide. Nous, par exemple, Médecins du Monde, on n'est pas une organisation
de juristes. On n'est pas spécialisé pour qualifier juridiquement la situation. Cependant, nous avons des équipes sur le terrain, une centaine de soignants, c'est des Palestiniens, donc ils connaissent bien la situation à Gaza, ils bossent là-bas avec nous depuis longtemps, et ils observent des meurtres de masse, l'aide empêchée, des créations de conditions de vie indignes. Donc tout cela, ça fait partie des piliers factuels de ce qui permet de définir un génocide, et nous observons cela aussi en ce moment. Vous voulez réagir rapidement et après on laissera parler à Khadija. Rapidement, je crois que l'argument d'Israël, démocratie, on est allié à Israël parce que c'est une démocratie est complètement dépassé. Hein. On sait très bien que Israël ne traite pas de la même manière les citoyens juifs et ses citoyens palestiniens, et qu'Israël occupe militairement depuis fort longtemps le territoire palestinien, donc je crois, et commet un génocide. Donc cet argument de la démocratie, à mon avis, il est vraiment complètement éculé. Il y a une autre spécificité de la situation, c'est que quand même l'ONU s'estime en quelque sorte en charge de la situation depuis 1947-48, puisque c'est quand même l'ONU qui a proposé ce plan de partage et qui ensuite a suivi la situation. Donc l'Assemblée générale s'estime avoir une responsabilité particulière s'agissant de cette situation. Et une responsabilité, je trouve qu'elle n'assure pas complètement en ce moment. On a eu une belle résolution le 18 septembre 2024, mais depuis lors, je trouve l'Assemblée générale un peu en retrait, de même d'ailleurs que les responsables politiques onusiens, que je trouve également en retrait au regard de la gravité de la situation actuelle. Merci. Khadija, justement, tu es reporter en Cisjordanie occupée. Qu'est-ce que toi, en tant que journaliste, as pu constater sur le terrain ? Alors effectivement, la Cisjordanie occupée, c'est une situation qui est désastreuse. Hein. On a des Palestiniens qui sont encore boutés de chez eux. On a affaire à des scènes absolument effroyables. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On est confronté à l'horreur. Hein. Voilà, moi, en tant que journaliste étrangère, c'est vrai que c'est choquant, en fait, d'aller sur ce terrain-là et de voir, en fait, de constater de mes propres yeux, effectivement, qu'il y a des crimes qui sont commis à l'encontre des civils palestiniens, mais aussi à l'encontre des journalistes palestiniens. Et donc, la situation est tout aussi catastrophique en Cisjordanie occupée, notamment depuis le lancement de l'opération Mur de Fer à Jénine par l'armée israélienne en janvier dernier. La situation, en fait, dégénère complètement. Hein. Les Palestiniens qui vivaient justement, ces réfugiés de la Nakba, ces descendants de réfugiés de la Nakba, qui vivaient dans des camps de réfugiés à Jénine, à Toul-Karem, à Naplouse également, sont boutés. Par exemple, dans le camp de réfugiés de Jénine, il y a quasiment plus de réfugiés. Ils ont été forcés, sommés d'aller ailleurs. Donc, ils sont, pour certains, hébergés chez des proches, d'autres qui doivent justement louer des appartements. Ils n'ont pas forcément les moyens. Ils vivent dans des conditions absolument terribles. Et donc, c'est vrai que, bon, effectivement, aujourd'hui, le traitement médiatique repose beaucoup sur ce qui se passe à Gaza, et c'est très bien, il faut en parler. Mais à côté, il ne faut pas oublier qu'il y a la Cisjordanie occupée et qu'aujourd'hui, on a affaire à des choses, factuellement, des scénarios, des scènes absolument terribles, terrifiantes. Et donc, on a aussi derrière le gouvernement israélien qui ne cache absolument pas ses intentions de vouloir annexer ce territoire palestinien. On a une multiplication justement des colons qui s'installent en Cisjordanie occupée. À Massafariata, par exemple, il y a une montée des violences qui est absolument terrible depuis notamment la sortie du film israélo-palestinien, film documentaire No Other Land, qui documente justement ces violences, ces crimes à Massafariata contre des Palestiniens. Et depuis en fait que le film a été oscarisé, voilà, il y a tous les jours, en fait, je reçois des messages, des vidéos, des photos de Palestiniens qui vivent à Massafariata et qui me disent « Regardez, c'est terrible. Aujourd'hui, toute la journée, il y avait un colon qui est resté devant chez moi et qui a été très violent avec ma femme, qui a tapé mes enfants, qui a fait saigner mon oncle. » Enfin, voilà, c'est tous les jours comme ça. C'est de la violence 24 heures sur 24. Vraiment, il n'y a pas de répit et ça s'est exacerbé après le 7 octobre. Les Palestiniens, vraiment, sont
sont au bout du bout, en fait. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et les Palestiniens, vraiment, n'en peuvent plus. C'est trop, en fait, c'est trop. Ça dure depuis des années. Aujourd'hui, c'est encore pire. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus que si ce n'est que les Palestiniens sont au bout, quoi. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. Tous les jours, c'est de la violence, 24 heures sur 24. C'est des morts à répétition, des Palestiniens qui sont tués par l'armée israélienne, des civils, des enfants. Pour vous donner un chiffre, on est à peu près à plus de 980 Palestiniens qui sont tués en Cisjordanie occupée, qui ont été tués en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre par l'armée israélienne. On a environ 199 enfants palestiniens tués par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée, à peu près 22 femmes palestiniennes tuées par l'armée israélienne également. Donc voilà, c'est des féminicides à répétition, des infanticides à répétition. Donc voilà, c'est la réalité du terrain. Moi, c'est ce que je constate quand je suis là-bas, quand je travaille. C'est très dangereux aussi pour les journalistes palestiniens de travailler, malheureusement, de faire leur travail correctement parce qu'ils sont visés aussi. Ça a été le cas. Il y a les G-Bugs, on va juste reprendre tout à l'heure Radia. Donc, il y a eu une annonce aussi ce matin dans la presse qui expliquait que justement Emmanuel Macron prévoyait peut-être de reculer justement la reconnaissance comme annoncé en avril dernier d'un État de la Palestine. Juridiquement, peut-être, Raphaël Maison, que représente justement la reconnaissance d'un État palestinien par un pays comme la France et qu'est-ce que ça changerait justement si la France reconnaissait l'État de Palestine en droit et en diplomatie ? Déjà, je pense qu'il n'était pas clair que Macron avait clairement annoncé qu'il reconnaîtrait. Hein. Ça restait un petit peu vaporeux tout de même. En tout cas, il en a parlé plusieurs fois. Et là, ça serait... Donc, je dirais que c'est une forme de soutien politique. Bien sûr, ce serait certainement appréciable, puisque plusieurs autres États européens ont reconnu la Palestine ces derniers mois. Mais la Palestine est déjà reconnue par plus de 147 États, je crois, oui. C'est-à-dire les 2/3 des membres de l'ONU. Et c'est un État non considéré comme un État non membre de l'ONU depuis 2012. Donc, cette stature étatique, c'est finalement une manière de soutenir l'accession à l'indépendance de la Palestine. Donc, c'est un signe politique, certainement. Mais d'après ce que j'ai vu, alors je ne sais pas si on a les mêmes informations, il semblerait que le président français aurait suggéré que peut-être cette reconnaissance par la France devrait aller de pair avec une reconnaissance d'Israël par les États qui ne le reconnaissent pas encore. Oui. Donc finalement, ce processus de reconnaissance de la France viendrait accompagner la normalisation de l'État d'Israël pour les États qui ne reconnaissent pas encore Israël. Alors moi, je trouve ça un petit peu inquiétant parce que là, pour le moment, ce qu'on attend essentiellement de la France, c'est qu'elle prenne les mesures qu'a demandé la Cour internationale de justice s'agissant de la prévention du génocide, qu'elle prenne les mesures qu'a demandé la Cour internationale de justice, qu'a exigé la Cour internationale de justice, et que la France a voté d'ailleurs dans la résolution de l'Assemblée générale du 18 septembre 2024, c'est-à-dire des mesures menant Israël à se retirer, déjà cesser son offensive génocidaire, se retirer du territoire occupé, démanteler les colonies, ça doit être fait immédiatement. Ce sont ces mesures-là qu'on attend. La reconnaissance, là on n'est pas, je veux dire c'est intéressant, mais là on est dans l'urgence de mesures concrètes que la France peut tout à fait prendre avec d'autres États, et c'est ça qu'on attend, hein, si vous voulez. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, la question, c'est pas tellement celle de la reconnaissance de l'État de Palestine, tant mieux, mais il est déjà État non membre de l'ONU. La question qui se pose, je pense, peut-être maintenant, et certains juristes l'avancent, c'est celle de l'exclusion d'Israël de l'ONU. Hein, puisqu'un État peut être exclu de l'ONU. Et pourquoi ça n'a pas déjà été fait ? C'est un peu compliqué, si vous voulez. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on fait facilement, parce que c'est sur recommandation de l'Assemblée générale. C'est sur décision de l'Assemblée générale, mais sur recommandation du Conseil de sécurité. Donc, c'est pas évident. Mais je crois que c'est un thème qu'il faut commencer à porter, puisque ça a été fait pour l'Afrique du Sud, c'est-à-dire pas sous cette forme-là exactement, je vais pas entrer dans les détails techniques, mais l'Afrique du Sud a été écartée des travaux de l'Assemblée générale à partir de 1970, et ça s'est prolongé. Je crois que ça contribuerait à l'isolement d'Israël. Ça serait une bonne idée que de soutenir ce principe d'exclusion, même si on n'arrive pas à une
une exclusion formelle, empêcher Israël de participer aux travaux de l'Assemblée générale. Israël considère que les Nations unies sont un marais de bile antisémite. Israël a broyé la Charte des Nations unies sous les yeux des représentants de tous les pays. Israël viole systématiquement les ordonnances de la Cour. Israël a été considéré comme violant 4 obligations fondamentales du droit international: l'interdiction de l'annexion, la violation du droit du peuple palestinien à disposer de lui-même, l'interdiction de l'apartheid et maintenant le génocide. Il est temps peut-être d'écarter Israël des travaux de l'Assemblée générale. Pourquoi ? Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, je ne peux pas le dire parce que je ne suis pas de l'intérieur, mais je suis certains juristes qui connaissent bien la machine onusienne et qui disent qu'à l'heure actuelle, il y a une offensive par Israël et les États-Unis à l'intérieur de l'ONU pour modifier l'organisation et la conduire à changer de principe. C'est très dangereux aussi. Donc là, je crois que maintenant, ce à quoi il faut réfléchir, c'est adopter les sanctions qui sont exigées immédiatement d'Israël face à un génocide en cours, et puis aussi envisager d'exclure Israël de l'Assemblée, en tout cas de l'ONU ou des travaux de l'Assemblée générale. Vous voulez, oui. Oui, par le mécanisme de la perte de l'accréditation qui ne passerait pas par le Conseil de sécurité. Non, je voudrais juste rappeler un mot, puisque M. Macron a prononcé le mot historien, histoire, dans des conditions assez curieuses. Donc je voudrais rappeler qu'il y a 3000 ans, Gaza était une ville-État. Une ville-État, c'est une ville qui décide de se donner une loi avec une police pour faire respecter la loi et une définition territoriale avec une armée pour protéger les frontières. C'est ça la définition d'un État. Donc c'est le début de l'intérêt général qui prime l'intérêt particulier avec égalité de tous les citoyens devant la loi. Ça, c'était il y a 3000 ans à Gaza. Et à peu près il y a 3000 ans, 5 villes-États qui sont Gaza, Ashkelon, Gath, Ekron et Ashdod ont décidé de s'associer et de constituer la Philistia. Donc la Philistia, Philistine, en tant que ville-État, 5 villes-États, elle a existé il y a 3000 ans. Donc on n'a pas de leçon de démocratie et surtout d'histoire à donner à la population palestinienne. La deuxième chose, c'est que l'État moderne de Palestine, il est né du démantèlement de l'Empire ottoman, qui a été divisé en un certain nombre d'États. Certains avaient un statut divers, confiaient leur politique étrangère à l'un ou à l'autre, mais la notion d'État moderne, elle est née après la guerre de 14, et l'État de Palestine avait un passeport, il fallait avoir une nationalité palestinienne. J'ai même vu un document de demande de la nationalité palestinienne de Shimon Peres, vous voyez. Donc c'était ça l'idée. Des accords internationaux ont été passés par l'État palestinien entre la guerre de 14 et 1948. Il y a même eu des accords qui ont été passés avec la puissance mandataire, de véritables accords internationaux. Par ailleurs, depuis 1948, Israël a passé un certain nombre d'accords internationaux précisant qu'ils ne s'appliquaient pas à la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Donc, à travers ces accords qui lui ont échappé, peut-être, Israël a déjà reconnu un État palestinien. Bon, c'est une formule. Voilà. Donc, parler de dire que c'est l'histoire qui verra s'il y a un génocide, jouer cette carte de la reconnaissance de l'État, c'est quelque chose de vraiment indécent dans les circonstances actuelles. Monsieur Corti. Moi, je voulais juste revenir sur la situation actuelle en ce moment. Peut-être qu'on n'a pas tout développé aussi. Moi, j'appelle pas ça une crise humanitaire. Je parle d'une crise d'humanité parce qu'on a tellement franchi toutes les frontières de l'abject. Mais il y a quand même des choses importantes à avoir en tête. D'abord, on l'a rappelé peut-être que la faim, la soif, la destruction du bâti est utilisée comme une arme de guerre. Et nous avons sorti un rapport la semaine dernière qui fait une corrélation très forte entre des taux de malnutrition explosifs chez des enfants de 6 mois à 5 ans, chez les femmes enceintes allaitantes, et le siège et son intensité, avec près de 20% de malnutrition en ce moment notamment, alors que l'on parle de 0,8% de malnutrition avant 2023. Donc on voit bien qu'on est en train d'affamer volontairement, avec la main de l'homme, toute une population dans son entièreté. Les gens ont faim devant nos centres de consultation à Dar Arbala, à Gaza City. Il y a des queues de patients qui ont faim et qui ont soif. Donc ça, je pense qu'il faut le redire. Ensuite, les annonces récentes des autorités israéliennes, il faut les prendre avec beaucoup aussi de gravité. Ils ont annoncé officiellement qu'ils allaient reconquérir Gaza et le ministre Smotrich a rappelé que
toute la population serait concentrée, enfin, c'est lui qui utilise ces termes, hein, dans le sud de la bande de Gaza, autour de Rafah, où il n'y a rien qui est préparé pour accueillir ces gens-là. Et dans un second temps, potentiellement, on peut imaginer qu'ils soient expulsés en dehors de la bande de Gaza pour réaliser le plan de la Riviera de M. Trump. Qu'est-ce qu'il faut noter à ce moment-là? C'est que les autorités israéliennes ont annoncé qu'il y aurait 4 à 5 hubs logistiques dans le sud de la bande de Gaza où 50 à 60 camions pourraient rentrer par Kerem Shalom pour stocker de la nourriture qui sera ensuite distribuée à quelques pans de la population, sur des critères un peu flous, mais que ce dispositif serait géré par des mercenaires et des boîtes privées américaines sous supervision des militaires israéliens. Alors il faut vraiment avoir en tête que ça, c'est une manière de balayer aussi toute l'approche humanitaire contemporaine et de la raison humanitaire qui est fondée sur des approches d'impartialité, d'indépendance, de neutralité, parce que lorsque vous faites bosser des parties prenantes au conflit, et ça va être le cas avec les boîtes américaines, il n'y a aucun de ces principes élémentaires qui sont respectés. Et de fait, aujourd'hui, avec les annonces et ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'on va pousser la population vers l'ouest, il va y avoir une occupation en cours de pratiquement tout le nord du territoire pour ensuite occuper tout le territoire, il y a un dilemme qui se présente auprès des Nations Unies, des ONG, c'est-à-dire, ça fait déjà des mois qu'on essaie de bosser dans des conditions difficiles, hein, on a perdu, Médecins du Monde, on a perdu nous, des membres de nos équipes, il y a 400 humanitaires qui ont été tués, je le rappelle, mais ça nous met dans un dilemme parce qu'à la fois, on a des équipes prisonnières, à la fois, on est sur des fins de stock et c'est pas avec ce qui va rentrer, même les annonces qui sont faites aujourd'hui de faire rentrer une centaine de camions par jour pendant 5 jours, c'est pas ça qui va inverser les tendances de la famine qui est là. Et donc, on va être sur une situation où est-ce qu'on continue à bosser? Comment? Avec quoi? Et surtout, on s'est opposé, on l'a annoncé clairement, on ne sera pas des opérateurs de ce qui se présente comme étant un déplacement forcé de population contraint. C'est pas dans les prérogatives des acteurs humanitaires. Ça me renvoie à les années 84, à l'époque de l'Éthiopie, où il y avait eu une réforme agraire et où il y avait eu une grande famine et où toutes les ONG étaient présentes. Et en fait, c'était une famine qui était organisée par le pouvoir en place et personne ne disait rien. Et à l'époque, Médecins sans frontières était parti du pays en claquant la porte. Aujourd'hui, on ne sera pas, nous, des opérateurs d'une déportation massive de population. Voilà, et on est dans ce contexte-là très difficile. Et le deuxième point, et je m'arrêterai là pour l'instant, ça rejoint ce qui était dit sur la Cisjordanie, c'est qu'il y a aussi des mesures pour les enregistrements des ONG internationales et israéliennes qui sont de plus en plus restrictives. Et on est dans des process aujourd'hui de réenregistrement jusqu'au mois de juin. Mais la législation israélienne impose de plus en plus à ce que les ONG ne fassent pas ce qu'on appelle du témoignage, du plaidoyer, et au fond ne critiquent pas ce qui est fait dans la région. Donc les ONG ne puissent pas être dans leur travail qui est pour la plupart d'être dans l'action de terrain, mais aussi faire du témoignage, dénoncer le non-respect du droit international humanitaire ou autre. Et donc on est en train d'imposer des cadres restrictifs où en gros si vous parlez d'une situation que vous ne trouvez anormal, eh bien, vous allez dégager ou vous n'allez pas être enregistré. Et c'est la même chose pour les organisations israéliennes qui ne pourront plus recevoir de financement, notamment de l'international. Et donc, ça restreint ce qu'on appelle l'espace humanitaire. Et aujourd'hui, en Cisjordanie, vous avez des sièges de culte carême, de Manjenin, des destructions massives d'habitations. C'est au moins 50 000 personnes qui ont été déplacées depuis le début de l'année, qui ne vont pas revenir chez elles. Hein. C'est des opérations qu'on n'avait pas vues depuis un certain temps, avec des bombardements, des chars, des destructions massives d'habitats. Et plein de checkpoints à différents endroits qui font que les ONG ont du mal à bosser, qu'il y a des sièges d'hôpitaux aussi, qu'il y a des gens qui meurent par défaut de soins. Voilà, et on est dans ce processus-là aujourd'hui qu'il faut pouvoir aussi dénoncer en Cisjordanie. Ce processus-là d'organisation, de distribution de l'aide qui vient d'être exposé, même si vous n'avez pas tous les détails, bien entendu, il s'agit d'un coup de force aussi de la part d'Israël.
Et il s'agit notamment de mettre à bas l'agence l'UNRWA, l'agence d'aide de secours aux réfugiés palestiniens. C'est tout à fait assumé. Et ça a fait l'objet, je le signale puisque je suis là comme juriste, que ça a fait l'objet d'une autre demande d'avis de la part de l'Assemblée générale devant la Cour internationale de justice. Les questions ont été plaidées il y a quelques semaines devant la Cour internationale de justice de cette atteinte majeure au travail de l'UNRWA, qui est une agence extrêmement importante. Donc c'est tout à fait délibéré. Et comme le rappelait ma collègue Monique Chemillier-Gendreau, qui a plaidé devant la Cour, le droit au secours, au sommet des droits fondamentaux, il y a le droit du peuple à disposer de lui-même, qui est un droit noble et politique. Et puis il y a toute une série de droits ensuite, droit à la nourriture, droit à la santé, droit à ne pas être torturé, puisque la question de la torture se pose aussi de façon tout à fait criante à l'heure actuelle. Et puis en dernier, vous avez le droit au secours. C'est vraiment le dernier droit de l'homme. Et c'est celui-ci qui est en train d'être atteint par ce mécanisme. Vous allez peut-être revenir après sur les déclarations de Netanyahou qui dit on est obligé. Et donc, ça, c'est tout à fait frappant parce que Smotrich l'avait déjà dit. C'est ça. Et donc, on aimerait bien pouvoir que tout le monde meure de famine, mais on ne peut pas vraiment. Il y a une forme de pression internationale. Et ça, c'est très révélateur du fait que les auteurs d'un génocide agissent quand même. Là, ils ont les mains très libres, mais il y a quand même une forme de contrainte qui s'exerce sur eux. Donc là, ça sera la contrainte de laisser passer un petit peu d'aide et de la gérer avec cette fondation de mercenaires qui, finalement, je dirais, porte gravement atteinte à une agence onusienne. Donc c'est aussi un exemple de cette offensive d'Israël contre l'ONU et contre les agences de l'ONU qui ont fonctionné au moins un certain temps et de les manière... ONG aussi. Et les ONG. Rapidement, après, on écoutera justement... Oui, et même au-delà de ce qu'il dit Raphaël Maison, c'est une atteinte absolument extraordinaire à la structure de santé qui existe, avec des directions, avec des hôpitaux, avec 2000 médecins et chirurgiens, on a cité les chiffres de la santé, mais ces chiffres sont fournis depuis toujours par le ministère de la Santé, et l'Organisation mondiale de la santé reprend ces chiffres, les analyse et les diffuse tous les mois. Donc la question à laquelle il faudrait qu'on arrive quand même, et le plus vite possible, c'est celle déjà de la situation juridique de la résistance palestinienne, parce que M. Netanyahou dit qu'il va réoccuper la bande de Gaza. L'objectif militaire a déjà été déclaré de multiples fois, et il n'a pas été atteint. Et lorsqu'il y a une guérilla qui se bat contre une armée conventionnelle, tant qu'il y a de la guérilla, l'armée a perdu. Donc il faut commencer à envisager cette situation, c'est-à-dire envisager le statut juridique et le statut d'interlocuteur des groupes armés palestiniens. Et on peut remarquer d'ailleurs qu'il y a un Hamas bashing depuis le 7 octobre au matin, alors que les textes juridiques qui sont sortis, que ce soit de la Cour pénale ou de la Cour internationale de justice, parlent de groupes armés palestiniens sans mentionner le Hamas. Donc ça, c'est la première question. J'ajouterais réévaluer la question du gouvernement de Gaza. J'allais dire, la représentativité des Palestiniens. Puisque finalement, Israël utilise cet argument de la guerre contre le terrorisme pour cibler d'abord les combattants du Hamas, mais ensuite aussi, et ça, là, récemment c'est tout à fait clair, mais c'était déjà clair avant avec le docteur Abou Safia, qui est considéré comme terroriste parce qu'il dirigeait un hôpital, parce qu'il est donc lié en quelque sorte au gouvernement de Gaza. Donc cette thématique de la guerre contre le terrorisme permet d'affirmer une volonté d'éradication des combattants, ensuite d'affirmer la volonté de cibler également sans problème les représentants du pouvoir civil, y compris des médecins, et puis par contagion évidemment toute la population, et ça a été dit dès l'origine. Et justement, Radia, est-ce que tu as eu des retours sur cette question justement de la représentation des Palestiniens en politique, vu que tu as suivi aussi sur place les questions politiques? Est-ce que tu nous entends? C'est-à-dire ce que pense... oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. C'est-à-dire ce que ta question apporte sur ce que pensent les Palestiniens des politiques français? Oui. Non, pas français, justement sur place, en interne. Ah, sur place, en interne. Alors, c'est très difficile de répondre en fait à cette question parce que finalement, il n'y a pas de politique. En fait, vous savez, quand vous n'avez pas d'État, c'est
il n'y a pas de structure de vie humaine là-dedans, en fait, en Cisjordanie occupée, parce que déjà, vous êtes sur un territoire qui est occupé par Israël. Donc, ces gens-là, les Palestiniens, ils n'ont pas d'État, donc ils n'ont pas de vrais représentants, finalement, de ce qu'ils portent comme projet de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Palestiniens, en fait, Mahmoud Abbas, qui est à la tête de l'autorité palestinienne, n'est pas vraiment en fait légitime à représenter les Palestiniens. C'est ce qu'ils me disent eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'autorité palestinienne, déjà, à plusieurs reprises, elle a muselé des voix de Palestiniens, des journalistes qui ont tenté, par exemple, de travailler sur des dérapages, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut dire des dérapages, mais en tout cas, sur des crimes, disons-le clairement, sur des crimes de l'autorité des crimes commis par l'autorité palestinienne. Moi, j'étais sur le terrain, par exemple, en décembre 2024 et en janvier 2025. Et en fait, j'ai pu constater que l'autorité palestinienne faisait le jeu un petit peu d'Israël et des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils étaient venus dès décembre 2024, ils ont assiégé le camp de réfugiés de Jenin, ils l'ont affamé, ils ont assoiffé les gens là-dedans, ils leur ont rendu la vie infernale, il y avait plus d'eau, il n'y avait plus d'électricité. Quand on marchait, il n'y avait pas de sol, quoi. C'était des marécages, il y avait de la boue partout. C'était vraiment des conditions de vie, mais inhumaines. Donc ça, c'est l'autorité palestinienne qui avait assiégé ce camp. Qui avait aussi tué d'une balle dans la tête la jeune journaliste palestinienne Shada El-Sabah. Elle avait 21 ans, elle documentait justement cette incursion de l'autorité palestinienne dans ce camp de réfugiés. Et à plusieurs reprises, il y avait des soldats de l'autorité palestinienne qui lui demandaient de supprimer les rushs, de supprimer ses photos, etc. Et quelques jours après, en fait, elle a reçu une balle dans la tête. D'un autre côté, on a l'autorité palestinienne, bien évidemment, qui dément, qui dit que c'est le djihad islamique, les combattants armés qui lui ont tiré une balle dans la tête par erreur, etc. Moi, j'ai fait un travail de documentation, c'est-à-dire que je suis allée voir l'autorité palestinienne, je suis allée voir le djihad islamique, les combattants armés, pour essayer de comprendre et de voir un peu ce qui s'est passé, quoi. Mais en fait, je me suis rendu compte très vite sur le terrain, c'est que en fait, lorsque Shada, cette journaliste palestinienne, elle était donc dans le camp de réfugiés. En fait, la balle est arrivée là où il y avait des soldats de l'autorité palestinienne. C'était une zone qui était complètement sous contrôle de l'autorité palestinienne. Il n'y avait pas de membres du djihad islamique ni du Hamas ou des combattants armés. Ils avaient évacué cette zone-là justement. Donc voilà. Donc vraiment, il y a ce rejet de Mahmoud Abbas et de ses sbires de la part de la population palestinienne. Finalement, en fait, les seuls qui sont vraiment légitimes à représenter les Palestiniens, à représenter ce qu'ils désirent, à représenter justement leur voix, ce sont les Palestiniens eux-mêmes. Il n'y a personne aujourd'hui qui est capable de porter haut et fort leur voix, de porter haut et fort cette légitimité justement à vouloir vivre librement. En fait, il y a qu'eux-mêmes, parce qu'on sait très bien que l'autorité palestinienne, elle est corrompue aussi. Et puis elle travaille... elle travaille main dans la main avec le gouvernement israélien. Donc, c'est très compliqué, en fait. Quand vous n'avez pas d'État, quand vous n'avez pas, justement, quand vous vivez sous occupation, en fait, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Voilà. C'est la destruction tous les jours. C'est des crimes tous les jours. C'est des Palestiniens qui meurent tous les jours. Des Palestiniens qui sont boutés de chez eux. Des conditions infernales pour les enfants, pour les jeunes filles qui ne peuvent plus aller à l'école. Voilà ce que c'est que la vie, en fait, sous occupation, et la vie quand on n'a pas d'État. C'est ça.
Merci Ridia. Oui, vous vouliez réagir, Raphaël Maison. C'est l'impunité qu'elle décrit. Je pense que c'est un des problèmes des projets actuels qui sont avancés. Bon, je ne parle même pas du projet de Donald Trump qui quand même a permis de faire avancer cette idée sur laquelle on allait quand même mettre la main sur Gaza. Mais les projets qui ont été avancés par la Ligue arabe, les États arabes, qui ont été validés d'ailleurs par l'Organisation de la coopération islamique et soutenus par des États européens, sont tout à fait problématiques, puisque justement, l'idée, c'est d'organiser un futur qui serait nécessairement sous l'autorité palestinienne telle qu'elle est à l'heure actuelle. Et ça, je pense que ça va être quand même un peu difficile à admettre pour les Palestiniens, parce que dans le droit, moi, c'est à eux de décider, bien sûr, puisque justement, le droit à l'autodétermination qui a été rappelé par la Cour, c'est d'abord l'autodétermination politique. C'est aux Palestiniens de déterminer qui doit les représenter. C'est le premier point, et c'est pas aux États occidentaux, arabes ou autres, de dire ce sera l'autorité palestinienne. Parce qu'elle me semble, d'après ce que j'entends, qu'elle est quand même largement discréditée. Ce que décrit votre journaliste, en fait, ça fait l'objet d'un cadre juridique interne, si vous voulez, avec des accords de sécurité. Elle a dit qu'il n'y a pas d'institution. Si, il y a des forces de police très importantes en Cisjordanie qui sont craintes. Et on voit pourquoi, puisqu'a été décrit l'intervention dans le camp de Jenin, qui était parfaitement assumée, je crois, par l'autorité palestinienne. Donc, si vous voulez, la question de la représentativité, elle se pose clairement, ou de l'acceptation, elle se pose clairement, me semble-t-il, je ne suis pas palestinienne, donc je ne veux pas parler à leur place, pour l'autorité palestinienne. Et c'est pourtant cette autorité qui est mise en avant dans tous les projets internationaux qu'on a vus. Justement, alors, je viens de recevoir une information qui vient de tomber. Donc, Emmanuel Macron, Keir Starmer et Marc Carney affirment qu'ils ne resteront pas les bras croisés face aux actions scandaleuses du gouvernement Netanyahou. Donc, ils ont prévenu justement qu'ils menaçaient en tout cas Netanyahou de mesures concrètes s'il ne cessait pas son offensive militaire et s'il ne débloquait pas l'aide humanitaire. Et je cite, ils ont dit « Nous sommes déterminés à reconnaître un État palestinien en tant que contribution à la réalisation d'une solution à 2 États et nous sommes prêts à travailler avec d'autres à cette fin. » Donc on voit qu'il y a eu un changement. Quelles sont les mesures concrètes en fait ? En tout cas, elles n'ont pas été annoncées, mais on a l'impression quand même qu'il y a un léger durcissement, si on peut dire ça comme ça. Dans le discours, dans la communication, effectivement, on a l'impression qu'il y a une forme de changement, mais concrètement, on l'a rappelé, des mesures tangibles telles que, par exemple, la remise en question d'un accord d'association entre l'Europe et l'État d'Israël, comme on a pu le faire avec la Russie en 3 semaines après la tentative de l'invasion, ça, il n'y a toujours rien. Le fait d'arrêter d'envoyer les armes là-bas, et du côté allemand, américain et anglais, on est encore actif pour continuer à aider aux opérations militaires, parce qu'il faut un soutien logistique conséquent, quasi en flux tendu d'un point de vue militaire. Ça, ce seraient des mesures tangibles qui mettraient une pression sur les autorités israéliennes. Donc on est encore sur des gesticulations communicationnelles, de compassion, mais on n'arrête pas un génocide avec des mesures compassionnelles et communicationnelles. D'autant plus que l'accord d'association Union européenne-Israël, l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Et il y a toute une série de mesures qui peuvent être envisagées. Parce qu'ils n'ont toujours pas suspendu justement ces accords. Là, les mesures concrètes, ça fait quand même 18 mois, 19 mois qu'on les attend. Et là, on a toutes les bases juridiques pour les adopter sans aucun problème. Elles doivent être adoptées. Alors, il nous reste 5 minutes rapidement. Oui. Très vite, d'abord, je voudrais féliciter votre journaliste pour son courage, simplement d'être là-bas sur place et de rapporter les faits qu'elle a rapportés. Je voudrais ajouter à ce propos d'ailleurs de l'autorité palestinienne que Fatou Bensouda, qui était la meilleure procureure de la Cour pénale internationale depuis sa création, a bien précisé qu'elle a enquêté sur les crimes de guerre commis par toutes les parties, c'est-à-dire les groupes armés palestiniens, Israël et l'autorité palestinienne. Ça fait partie de la feuille de route qu'elle a donnée à son successeur. Juste un mot sur les camions. Rappelons qu'avant le 7 octobre, dans un état stabilisé, qui n'était pas un état de guerre aigu, c'était 500 camions qui entraient à Gaza tous les jours. Donc c'est ça, il faut bien se mettre à la mesure de 2 millions d'habitants, c'était 500 camions. En ce qui concerne les déclarations, je crois que là aussi ça a été dit en filigrane, même assez nettement par votre journaliste,
la représentativité, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des élections. Par contre, je pense que lorsque vous dites qu'il n'y a pas d'État, s'il y a un État. Mon maître Gilles Devers, malheureusement disparu, qui m'a tout appris dans le peu que je connais, disait « Un État, c'est comme un enfant ». C'est-à-dire, c'est un État de fait. Il remplit les critères, il est là, il est vivant. Et ce n'est pas parce qu'on lui retire une partie de ses prérogatives ou de son pouvoir que l'État disparaît. L'État, c'est le peuple. Autrement dit, l'État palestinien, il existe, et toutes les factions palestiniennes, et ça, je peux vous en parler pendant des heures, réclament des élections. Et notamment Mahmoud Abbas a dit qu'il voulait en organiser l'année prochaine. Mais il a déjà dit ça en 2021, ça a été annulé. Et les 2 fois précédents, où il y a un gouvernement d'union nationale, Israël a lancé une offensive militaire, justement parce qu'un gouvernement d'union nationale soit avait été constitué en 2007, soit était en voie de constitution. Et j'ai entendu les plus hauts responsables du Hamas me dire « Nous voulons des élections, même si nous les perdons, et même, à la limite, nous souhaitons les perdre. Car nous sommes pour un État démocratique, nous considérons qu'une minorité dans un Parlement, et ça nous signifie quelque chose particulièrement en ce moment, on n'a pas de leçon à donner, une minorité, une opposition a un rôle à jouer. Donc tant qu'il n'y aura pas d'élection, et tant qu'on prétendra désarmer finalement la seule force militaire qui défend les Palestiniens, il n'y aura pas d'avancée. Et je dois dire que ces 2 nécessités s'inscrivent parfaitement dans le droit international. Depuis des décennies, le Hamas explique, et c'est même lui qui, par l'intermédiaire de ses avocats, a saisi le plus tôt la Cour pénale internationale. C'est lui qui a organisé, après la guerre de 2014, une cellule palestinienne de recueil de preuves qui a permis de constituer des dossiers. Et ces 3000 plaintes individuelles qui sont parvenues au Bureau des victimes et à la Cour pénale internationale. Autrement dit, le Hamas a prévu, ou l'administration de Gaza, peut-être pour ne pas choquer ceux qui nous écoutent, et qui fonctionne quand même depuis 17 ans, qui assure la sécurité, l'éducation et la santé, cette administration réclame des élections, elle est parfaitement capable d'en organiser. Très bien. Peut-être est-ce que vous auriez 30 secondes chacun pour conclure cette émission ? Peut-être sur votre livre. Oui. Sur mon livre, peut-être pas, même si j'ai une partie sur le fait de m'interroger sur est-ce que c'est la fin du droit international humanitaire après l'épisode de Gaza. Je ne pense pas, parce ça reste des textes solides. Et clairement, ce qui est clair, c'est que les Occidentaux ont perdu la dernière légitimité qu'ils avaient de le mettre en avant, alors même qu'ils ne sont pas capables de ne pas entretenir un 2 poids 2 mesures, comme on l'a vu sur la Russie. Et le dernier point, c'est que, et ça a été rappelé, aujourd'hui, tous les États qui ont signé le traité de Rome pour prévenir les crimes de masse ont l'obligation aujourd'hui de tout faire pour empêcher ce qui se passe à Gaza. Ils ne le font pas encore, donc ils sont susceptibles de passer devant des juridictions un jour. Et il faut vraiment aller au-delà de gesticulations communicationnelles. Il faut des actes tangibles, et il y en a. Merci à Jean-François Corti. Moi, je dirais simplement qu'il faut sanctionner au plus vite l'État d'Israël et qu'il faut aussi cesser de réprimer les mouvements qui cherchent à défendre le peuple palestinien en France. Merci. Radia, un dernier mot, oui, pour conclure rapidement. Ah, le son, le micro, peut-être le micro. Ouais. Vous m'entendez ? Oui. Oui, pour rebondir très rapidement sur ce qu'a dit monsieur, effectivement, l'État de Palestine existe. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un État qui est reconnu, on reconnaît pas sa souveraineté, en fait. Les Palestiniens vivent sous occupation, ils sont dépourvus de leurs droits humains, ils peuvent pas circuler librement. C'était pas un reproche. Non, j'entends tout à fait. Effectivement, non, mais juste pour éclaircir sur ce point, j'entends parfaitement. Ce que je voulais dire par là, effectivement, c'est que ce sont des personnes, voilà, qui n'ont pas de droit d'humain, qui n'ont pas ce droit aussi à la dignité humaine. Donc voilà, c'était juste pour rebondir sur cela, et merci beaucoup en tout cas pour votre intervention très très pertinente. Merci. Et vous vouliez dire un dernier mot peut-être, docteur Aubin ? Écoutez, un dernier mot peut-être pour évoquer une deuxième fois Gilles Devers, mon compagnon et formateur et mentor. On a écrit ensemble 2 petits livres pédagogiques, le premier en 2014. Et tout le monde s'est moqué de nous. Tout le monde s'est moqué de Gilles Devers en disant « mais tout ce que tu dis là, ça n'arrivera pas ». Et on a écrit un deuxième livre en 2022. Tout ce qui était écrit en 2014
demeurait valable et a même prévu tout ce qui allait se passer. Et dans le livre de 2022, qui ne s'appelle pas Le chemin de la Cour, comme le premier, Le chemin de la Cour pénale internationale, le livre de 2022, ça s'appelle Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale. Et là encore, tout le monde nous a dit, mais on ne le verra jamais. Eh bien non, le droit, c'est comme la médecine, ça progresse petit à petit. Et 3 jours avant sa mort, eh bien, il a les mandats d'arrêt que personne n'attendait ou sont arrivés. Merci beaucoup. Merci à tous. Et merci d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur votre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube, le Média 24/7 et sur lemediatv.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou bien à nous envoyer par mail à contact@lemediatv.fr si vous nous avez regardé à la télévision. Si vous en avez les moyens, soutenez-nous, soutenez notre travail, le journalisme indépendant des pouvoirs politiques et de l'argent en allant sur lemediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias. Bonne soirée.